Voilà, on va maintenant démarrer. Les derniers... Ah ben voilà, les personnes de la table d'accueil arrivent, donc c'est bon signe. Voilà, je laisse tout le monde s'installer et on démarre. Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Ouh, c'est bien. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Pau, je suis la présidente donc, de l'antenne ICF Rhône-Alpes-Auvergne, qui comprend à peu près 100 adhérents. Voilà, donc ce que je vous propose, peut-être pour laisser tout le monde bien arriver et s'installer, c'est de voir déjà un petit peu d'où vous venez les uns les autres. Donc je vous ai dit, c'est l'antenne Rhône-Alpes-Auvergne, donc déjà Rhône 1, voyons, qui est-ce qui vient du Rhône et de l'Ain? Pas mal, oui. Catherine, c'est Rhône? Non. Alors, Isère. Pas mal aussi. Alors, maintenant, 73, 74. Sylvie, tu peux lever le bras. Voilà. Et puis, je sais qu'il y a une personne qui est en train d'arriver aussi. Donc, on voit que plus on s'éloigne... Oui, et la Loire? Ah, pardon, j'oubliais la Loire. En plus, il y en a plusieurs. Et les autres, on va dire les autres départements de la région. La Drôme, Sophie, Alain. Alors maintenant, il y en a, je sais, qui viennent même de Paris. Alors, qui vient de Paris? Philippe et Brigitte. Et Sophie, une demi-Sophie. Voilà. Donc, vous remarquerez que c'est des personnes quand même qui ont fait le déplacement exprès pour l'après-midi. Donc, on peut être content. 2 heures x 2. Voilà. Maintenant, au niveau métier, alors là, je vais poser une question où je vais peut-être avoir beaucoup de réponses. Qui est coach dans la salle? Ok. Et qui exerce un métier ou une fonction qui peut être coach, mais qui peut être aussi autre chose, entrepreneur ou dirigeant ou RH ou dans diverses organisations. Oui, mais bon, du monde. Super. Voilà, donc moi, je suis très émue là de vous accueillir, donc voilà, je vous dis déjà ça. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de la Coaching Week. Coaching Week à ICF, c'est la semaine internationale du coaching qui se déroule un peu partout dans le monde cette semaine. Voilà. Donc on peut déjà se sentir connecté au monde en étant présent ici et se dire qu'un peu partout dans le monde, il y a le même type d'événements. Sachant que ces événements, c'est donc pour ICF propose ça chaque année pour mieux faire connaître le coaching et du coup le rendre accessible à plus de monde. Voilà l'idée générale. Alors cette année, on a choisi comme thème, vous avez vu, le coaching pour mieux rebondir. Choix qu'on a effectué en fait en mode sociocratique. Alors ça, c'est un grand mot. Je ne vais pas me lancer dans des grandes explications sur ce que c'est que la sociocratie. D'ailleurs, on a des experts dans la salle. Je ne le vois pas. Daniel, où est-il? Voilà, là, par exemple. Mais enfin, il y en a d'autres qui connaissent. Donc, juste pour vous dire que quand on fait quelque chose, quand on travaille, quand on prend des décisions, c'est pas une personne, la présidente par exemple, ou quelqu'un d'autre qui décide. C'est vraiment le cercle, ce qu'on appelle le cercle de coordination. On décide chaque fois en cercle. Alors, cercle de coordination pour la région, je vais juste vous présenter les personnes qui en font partie. Donc déjà, il y a les 2 coordinatrices de Lyon, donc Muriel et Sophie, là-bas, Muriel ici. La coordinatrice de Grenoble, Isère, et le coordinateur Savoie qui est sur la route, qui vient de Thonon, voilà, qui va pas tarder à arriver. Voilà, et on a aussi, il y a deux fondements du AICF, c'est le professionnalisme, la professionnalisation et l'éthique, la déontologie. Et on a la chance dans notre antenne d'avoir un référent professionnalisation, qui est Daniel, et une référente déontologie, qui est Anne, voilà, qui font aussi partie du cercle de coordination. Et on a aussi 2 personnes chargées de la communication, Catherine en rose ici, et Audrey qui est à Hong Kong. Voilà, qui ne pouvait pas donc être là. Voilà, et on a en plus la chance d'avoir 2 personnes de Paris, du CA de Paris, qui sont Sophie, CA France, oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah non, pardon, c'est à France, oui. C'est à France, et puis Michel Canelas qui est là-bas. Voilà, donc si vous avez des questions sur ICF, voilà quelques personnes. Et puis sachez donc que le choix du thème, l'organisation de la journée, tout ça, ça se fait toujours en cercle. Alors le choix du thème, on l'a aussi fait parce qu'on est plusieurs à être impliqués dans l'association 60 000 rebonds depuis quelques années. Et on a un partenariat avec 60 000 rebonds pour la journée. Voilà, et moi-même, j'en fais partie depuis 3 ans. Et puis on a Philippe Rambaud, ici, le fondateur de 60 000 rebonds, qui va nous en parler tout à l'heure. Voilà. Et dans la salle, il y aura plusieurs personnes. Il y a d'ailleurs peut-être, qui est-ce qui est de 60 000 rebonds? Il y en a déjà plusieurs que je connais. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dans ma petite feuille?
Oui, cet après-midi, on va donc se poser un certain nombre de questions en lien avec le rebond et on va tenter d'y répondre ensemble. Donc on va avoir une table ronde et puis ensuite des ateliers pour nous aider à réfléchir et à trouver nos propres réponses sur ce sujet. Donc on va se poser quelques questions du style comment repartir après une rupture de vie, de parcours, comment rebondir après un échec, quelles ressources on peut trouver autour de soi, quelles aides, et quelles ressources on peut aussi trouver en soi, comment prendre soin de soi dans ces périodes. On va aussi se poser la question en tant qu'accompagnateur de proches ou en tant que coach, ou voilà, comment aider au mieux les personnes qui sont autour de nous, que nous accompagnons à rebondir et à traverser ces périodes de vie qui parfois sont difficiles. Voilà. Ensuite, 3 mots pour décrire un peu l'état d'esprit, l'esprit dans lequel on voudrait vivre l'après-midi. Donc le premier mot, c'est professionnalisme. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est une valeur qu'on porte beaucoup à ICF. Et dans les choix des prestataires qu'on a eus et de l'association 60 000 rebonds, pareil, le professionnalisme est quelque chose de très important. Voilà. Et tous les intervenants que vous allez voir aujourd'hui sont des coachs qui sont certifiés, voilà, coachs professionnels certifiés. Voilà, ensuite, le deuxième mot important, le deuxième mot fort, c'est le côté ouverture. Donc là, le fait d'être plusieurs, vous avez vu tout à l'heure, on vient d'endroits variés, on a des métiers variés. Et donc, c'est cette ouverture qui va donner la richesse des échanges et qui, pour nous, est effectivement très important. C'est une après-midi où l'ouverture va être clé, bien sûr. Parce que si on veut évoluer dans nos façons de penser, il faut s'ouvrir aux autres façons de penser. Voilà, et puis ouverture aussi, parce qu'on a souhaité que la SF Coach et le MCC, qui sont les 2 autres grandes fédérations de coachs, soient représentées ici. Donc on a Claire Delepeau qui est là, qui est coach philosophe et qui va nous parler pendant la table ronde. On a aussi Jean-Michel Poncet de l'EMCC qui est là-haut, voilà, qui va animer un atelier. Et puis sans doute quelques personnes de l'une ou l'autre des 2 associations. Je ne sais pas s'il y en a parmi... Alors pourtant il y en avait qui s'étaient inscrites, mais bon, voilà, oui. Bien. Et ensuite, donc, le 3e mot important, c'est la solidarité. Donc déjà, avec le thème qu'on a choisi, parce qu'on a souhaité être proche des personnes qui peuvent être en difficulté dans leurs rebonds et dans leurs échecs, et à transformer le regard là-dessus et à pouvoir accompagner ces transformations. Et aussi par la solidarité à travers le choix des prestataires, mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure avant la pause. Voilà, alors sinon, notre intention pour cet après-midi, c'est que vraiment chacun reparte enrichi, nourri par les échanges, parce qu'il a pu entendre, par les témoins, qu'il ait trouvé des sources d'inspiration et des ressources pour toutes les étapes de sa vie. Alors à la fois pour les personnes concernées, mais on est tous concernés par la rupture, par l'échec, etc. Et aussi pour les coachs et les personnes qui les accompagnent. Voilà, et ainsi, ça nous permet peut-être, à notre échelle, de chacun à notre place, de contribuer à faire en sorte que dans le monde, chacun ait sa place et puisse trouver du sens à toutes les étapes qui peuvent être vécues, qui peut vivre. Bon, alors maintenant, nous allons bondir sur la table ronde avec Valérie Augier qui va animer. Donc, je vais vous présenter en quelques mots Valérie. Donc, Valérie, tu es aujourd'hui coach, consultante et formatrice. Et tu as vécu déjà plusieurs bonds dans ton parcours. D'abord responsable d'agence de travail temporaire. Ensuite, responsable pédagogique au sein du CRECI auprès de publics en difficulté. Ensuite, directrice régionale d'aide. Et ensuite, tu as créé le CIC, le Centre international du coach, qui est une école de formation de coach, au coaching. Voilà. Donc, depuis 25 ans, tu accompagnes dans le médico-social, le social, donc voilà. Et je pense que dans ta carrière, tu as plusieurs fois rebondi et bondi. Voilà, je te laisse la parole. Et tu appuies sur le rouge. Tu appuies sur le petit bouton rouge. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Ah, super. Donc c'est ça déjà le rebond, hein, c'est l'adaptation permanente. Et pour ouvrir cette table ronde, eh bien, l'idée, puisque j'arrive pas à penser assise, je vais rester debout, l'idée étant de démarrer, puisque nous sommes en France, par ce qu'il y a de théorique, peut-être de conceptuel, et de fixer le cadre. Je vais passer la parole pour une dizaine de minutes, sans mettre la pression, hein, c'est que des gens bienveillants, à peine exigeants, c'est ok. Hein.
avec un apport, et il sera intéressant de savoir de quelle place, Claire, d'ailleurs, vous nous parlez. Est-ce que vous nous parlez depuis la place de coach ou de philosophe? Et voir ce que la philosophie peut bien apporter au rebond. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être là pour intervenir sur une thématique qui m'intéresse particulièrement, puisque je travaille en tant que coach professionnel et également chercheuse en philosophie, puisque je viens de démarrer un doctorat. Et ma thématique de recherche, c'est les apports de la philosophie dans la pratique du coaching. Alors, que peut la philosophie en matière de rebond? Je suis persuadée que vous posez cette question depuis longtemps, n'est-ce pas? Que brûlez de savoir ce que je vais vous raconter. Alors, en philosophie, déjà, on commence toujours par définir les termes du sujet. Donc, qu'est-ce que j'entends par philosophie? Il y aurait beaucoup à dire sur ce que c'est que la philosophie. Bien évidemment, les philosophes ne sont pas d'accord sur cette question. Donc, je vais vous livrer la définition qui est la mienne, en fait, et que je vous propose, et qui correspond à la fois à ma sensibilité de coach, à la vôtre aussi, je pense. C'est-à-dire que c'est avant tout une pratique, un art de bien penser et de maîtriser ses pensées, une forme de discipline intellectuelle, de recherche de sagesse, qui passe par un inlassable questionnement des évidences, des normes, des croyances qui sous-tendent nos comportements, dans le but de gagner en liberté, en joie de vivre, et de s'affranchir de certaines injonctions pour tracer sa propre voie. Alors ensuite, le rebond. On va en parler toute l'après-midi, et mieux que moi, très certainement, à ma gauche. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, quelle est l'acception qu'on va considérer cet après-midi? Alors, au sens propre, c'est un phénomène physique. Par exemple, dans le domaine du sport, on va parler du mouvement non amorti que fait la balle après avoir heurté un obstacle ou touché terre. Et puis au sens figuré, qui est plutôt le sens qu'on va retenir bien évidemment pour cet après-midi, c'est reprendre de la force, de la vigueur, réagir, voilà, prendre un nouvel élan. Il y a donc un présupposé qui est véhiculé par ce terme de rebond. Vous auriez pu choisir pour cet après-midi l'évolution, le repositionnement. Non, vous avez choisi rebond. Il s'agit donc, à mon sens, de ce qui va se passer après un événement. Une perte peut-être de force, de vigueur, d'intensité, de dynamisme, de motivation, une perte d'emploi, une liquidation d'entreprise. Donc il s'agira à ce moment-là de retrouver un projet, de recréer une activité, de retrouver de la motivation. Il peut s'agir d'un obstacle, voilà, ou d'un échec qu'il s'agira de surmonter, ou d'une situation nouvelle, personnelle ou professionnelle, qu'il va falloir intégrer et accepter pour pouvoir avancer. Donc, nous venons de voir rapidement, bien sûr, les termes de la question. Alors maintenant, avant d'arriver à ce que la philosophie peut apporter, je vous propose de considérer quels sont les facteurs, en tout cas quelques facteurs, qui peuvent favoriser le rebond. Donc, dans le cadre de mes recherches, je me suis intéressée à la psychologie positive, que je pense ici beaucoup de coachs connaissent, qui est sous courant de la psychologie, qui cherche à comprendre quels sont finalement les ingrédients, les conditions de l'épanouissement humain, et qui ont beaucoup, qui travaillent notamment sur la résilience, voilà, qui est un terme sur lequel, qu'on va aborder ensuite et cet après-midi. Et il se trouve que d'après des recherches qui, si elles vous intéressent, voilà, je pourrais vous donner les références, elles sont sur la table, que la définition la plus répandue du terme résilience, c'est la capacité à rebondir. Or, que nous montrent les recherches sur la résilience? Eh bien, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent la résilience. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, je vais vous citer les 2 facteurs pour lesquels je pense qu'il y a vraiment un intérêt à être philosophe, on pourrait dire, en tout cas pour lesquels la philosophie peut avoir un apport. Alors, quels sont ces 2 facteurs? Le contrôle de soi et la discipline, et les émotions positives. Alors, la maîtrise de soi. Là aussi, je ne donnerai que quelques exemples, puisque je n'ai que 10 minutes. D'accord. Merci Valérie. Donc, les philosophes de l'Antiquité ont forgé des doctrines et des pratiques pour résister à l'adversité, à la peur, à la maladie, aux croyances, aux superstitions, grâce à des exercices notamment de maîtrise de soi.
Donc ça, je pense que ça fait partie des choses les plus connues, hein, notamment chez nous, les coachs, notamment la pratique des stoïciens. Hein, par exemple, Épictète, qui est assez connu, qui est un esclave affranchi, qui a fondé son école, et dont le manuel, qui n'a pas été écrit par Épictète, mais qui a été écrit par un disciple, entre guillemets, d'Épictète, est un véritable mode d'emploi pour cesser de se tourmenter inutilement en portant des jugements sur soi. Alors évidemment, quand on est dans une période difficile, on imagine bien les jugements qu'on peut porter sur soi et sur les autres. Déjà que quand ça va bien, on en porte quand même pas mal. Donc en situation de crise, c'était encore plus important comme phénomène. Et donc il nous invite, dès le début du manuel, à opérer un tri sélectif de nos pensées, en concentrant notre attention sur ce qui dépend de nous, hein, et vraiment sur des faits objectifs, entre guillemets. Donc pour ne citer qu'un extrait du manuel, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Voilà, ça je pense que c'est une citation que tout le monde connaît. Autre stoïcien, aussi est très intéressant de lire Les pensées pour moi-même du philosophe et empereur Marc Aurèle. Il s'écrit à lui-même, je ne sais pas si c'était de manière quotidienne, mais en tout cas pour arriver à bien vivre sa fonction d'empereur. Visiblement, ça lui est difficile, et donc on voit comment il essaie de travailler sur ses représentations pour assumer au mieux son rôle d'empereur. Voilà, donc ça c'est pour la maîtrise de soi. Deuxième axe, on a parlé des émotions positives, eh bien, il y a nombre de philosophes qui ont cultivé l'art de la joie. Là aussi, je reviens sur l'Antiquité. Bon, c'est un peu la période de l'histoire de la philosophie qui m'intéresse le plus, et notamment un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Épicure. Et notamment la lettre à Ménécée. On a très peu de traces de la philosophie d'Épicure. Et Épicure, que fait-il ? Il nous exhorte à philosopher, c'est-à-dire à nous rappeler un certain nombre de principes, de maximes, quotidiennement. Donc on retrouve là la discipline, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère finalement, que ce soit en période difficile ou pas, il faut se rappeler un certain nombre de choses quotidiennement pour cultiver la joie, savoir se contenter, ou en tout cas déjà apprécier ce qu'on a avant d'attendre peut-être autre chose, et de faire face à ce qui se présente. Voilà. De ne pas se mettre en dépendance non plus de biens et de désirs vains. Il va parler de désirs illimités, on pourra y revenir peut-être. Voilà. En tout cas, pour Épicure, le bonheur est possible pour tous, ici et maintenant. Et à l'époque, il était extrêmement progressiste, parce que c'était possible pour les hommes, bien sûr, citoyens, mais pour les femmes, pour les esclaves, et ce, sans plus attendre. Voilà. À condition, bien sûr, de méditer un certain nombre de principes et de le faire avec d'autres. Voilà, on ne philosophe pas seul, on a besoin des autres pour avancer. Donc nous venons de voir que la philosophie met à notre disposition des outils, on pourrait dire ça comme ça, pour favoriser des facteurs clés de rebond. Mais la philosophie, à mon sens, c'est bien plus qu'une boîte à outils, c'est avant tout, en tout cas ce que les philosophes nous proposent, un rapport au monde, une invitation à un questionnement en profondeur, qui peut se révéler tout à fait adapté dans des périodes de transition, de changement ou de rupture. Alors, philosopher, beaucoup de philosophes nous disent ça dans l'histoire, hein, c'est apprendre à vivre. Et comment bien vivre ? Alors, je ne vais pas répondre à cette question, hein, je vous rassure. Mais c'est peut-être à chacun de trouver cette réponse, et en tout cas, faut-il déjà se poser la question. Comment parvenir au bonheur ? Ce sont typiquement des questions philosophiques qu'une personne faisant face à une épreuve, un bouleversement dans son existence, va probablement se poser. Et les philosophes antiques notamment disent que dans une période de crise, ça peut être l'occasion, le bon moment, hein, le kairos, de s'interroger sur ce qu'est une vie réussie pour soi et pour les autres. Alors, finalement, de quoi ai-je vraiment besoin ? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi dans ma vie ? Et à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer ? Il y a toujours cet aller-retour entre moi et puis bien sûr mon impact sur le monde. Donc à ces questions, les philosophes, notamment dans l'Antiquité, ont répondu à leur manière, parce qu'en fait, finalement, chaque philosophe a sa propre proposition, et c'est à chacun de voir si elle lui parle ou non. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que les philosophes antiques ont répondu en disant « bonheur et vertu sont liés ». Alors qu'est-ce que la vertu ? Là aussi, je ne vais pas répondre à ça maintenant, mais on va dire des qualités vertueuses comme la prudence, la modération, le courage, étaient, selon eux, liés au bonheur. Et j'ai découvert dans la psychologie positive des travaux qui démontrent le fait que quand on identifie chez soi quels sont, alors ça va nous parler bien sûr en tant que coach, quelles sont nos forces, quels sont nos traits de caractère vertueux, on en a tous, on n'a pas tous les mêmes par contre, voilà. Plus on les actionne,
et plus on a de chances d'atteindre voilà, l'épanouissement. Donc, bien sûr, c'est un travail de connaissance de soi, mais la prudence, le courage sont, par exemple, la gentillesse, la générosité, des comportements vertueux qui peuvent nous aider dans des périodes difficiles, mais finalement dans la vie en général, pour atteindre un certain état d'épanouissement. Voilà. Alors, je pense que là, je dois arriver proche. Voilà, je vais conclure. Conclure parce que philosopher, c'est lire beaucoup, quand même, car par quelques pistes de lecture, puisque face à ces grandes questions que je viens de traverser de manière beaucoup trop rapide, forcément, nombre de philosophes nous apportent leur vision, partagent leur expérience. Ce sont un petit peu des compagnons de route. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis, qui nous aident à avancer à différents moments. Donc j'aurais envie de vous conseiller des philosophes d'ailleurs beaucoup plus contemporains que ceux que j'ai cités jusque-là. Par exemple, Alexandre Jolien, je pense que pour beaucoup vous le connaissez, qui est un philosophe handicapé de naissance, qui partage avec ses lecteurs ce que la philosophie lui apporte, l'éloge de la faiblesse, la construction de soi, par exemple. J'en parlais à mon voisin de gauche, Fabrice Midal, qui a écrit récemment un ouvrage qui fait un bien fou, qu'on soit en période de transition ou pas. Foutez-vous la paix. Il explique comment nous, les Occidentaux, nous infligeons une torture mentale permanente, et donc par différents moyens. Il nous incite à voguer vers plus de lâcher-prise et d'enthousiasme. Et puis aussi, Charles Pépin, les vertus de l'échec, alors je sais que vous connaissez bien aussi, mais qui nous invite à regarder complètement autrement l'échec, qui, en tout cas en France, n'est pas forcément très bien perçu. Et puis enfin, je pense aussi à un auteur qui s'appelle François Julien, qui a écrit « Nourrir sa vie à l'écart du bonheur », parce que parler du bonheur c'est bien, mais pour certains aussi, à un moment donné, foutez-nous la paix avec cette question de bonheur, et qui vient de sortir un ouvrage, enfin c'est pas là, il y a quelques années, qui s'intitule « Les transformations silencieuses ». Il s'intéresse au taoïsme en particulier, et il cite Lao Tzu, « Aider ce qui vient tout seul ». Parce qu'aussi, dans les périodes difficiles, bon là, tout ce que je vous ai dit, bien sûr, ça s'appuie sur le raisonnement, la volonté, la discipline, mais il n'y a parfois pas d'autre choix que de faire preuve de patience et d'accepter que notre volonté ne peut pas tout. Merci de votre attention. Merci bien pour avoir respecté le timing avec l'enthousiasme qu'on a pu entendre. Et comme la commande est à la fois d'être bienveillante et un peu impertinente, j'ai envie de vous poser une question très très simple. J'ai entendu beaucoup lors de la pensée, de la réflexion, la philosophie c'est lire beaucoup, et j'avais envie de dire en termes de rebond, comment la philosophie envisage-t-elle le corps en 25 secondes? Alors, en fait, je trouve que la question était très intéressante. Je vous remercie de me la poser. D'accord. Pour moi, les choses ne s'opposent pas. Et d'ailleurs, je pense que la question, on se la pose parce qu'on est porteur d'une pensée qui est dualiste et qui sépare la pensée du corps, qui sépare la manière de penser des émotions. Et au fond, pour moi, la pensée, c'est une production physiologique aussi. Et quand je suis en train de parler de mes représentations du monde, de ma vision du monde, de la manière dont on pourrait considérer les choses autrement, de s'abstraire du jugement ou essayer en tout cas de se juger moins soi-même ou les autres, ça a un impact directement sur nous. Quand je suis en train de dire je cultive la joie, si je la ressens, alors ça va avoir un impact direct sur mon corps, sur ma détente, sur la manière dont je vais appréhender la vie, la journée. Voilà, donc pour moi, je dirais que c'est totalement lié. Voilà. Merci bien. Alors l'histoire maintenant est de continuer à incarner ces rebonds, et pas un seul, 60 000. Alors sans être 60 000 nuances de rebond, je vais passer la parole à Monsieur Rambaud. Merci. Je salue d'ailleurs le président de l'association 60 000 rebonds, parce que moi je me suis contenté de la fonder, mais lui il la préside et il la gère et il la développe, qui est Guillaume Mullier, si tu veux bien te lever pour que tout le monde le voie. Un Lyonnais en plus.
Ça t'apprendra à venir m'écouter. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Racontez-nous peut-être... Alors, comme vous êtes très bavard, sur les 20 minutes, nous allons en consacrer 15. Hein, comme ça, ouais. À nous dire effectivement en quoi finalement le coaching peut être utile pour rebondir, avec votre expérience. Bon, en 2 mots, d'abord j'ai une femme coach. Très dangereux ça. Non, c'est pas vrai. Ça a été une aide formidable pour moi. Je rebondis sur la question de la santé physique du corps. Ma femme est une femme exceptionnelle, vraiment. Et elle a traversé 4 ans et demi de dépression. J'ai d'ailleurs, je me suis posé la question de savoir si c'était pas moi la cause de la dépression. Elle m'a rassuré. Bon. Quand on peut plus se lever de son lit et qu'on peut plus aller sous une douche, se laver les cheveux, parce qu'on est exsangue, voilà, ce qui est un des signes de la dépression lourde, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur le rebond, hein, il ne se passera rien du tout. Si ce n'est culpabiliser encore plus la personne qui est dépressive sur le fait qu'effectivement elle n'a même plus ce ressort vital qui lui manque tant. Donc, si un jour on veut arriver à voir, alors c'est un cas évidemment un petit peu compliqué, mais arriver à voir à quel point le physique est une condition sine qua non du rebond mental, voilà, on va avoir des dépressifs et on comprend assez rapidement qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Je ferme cette parenthèse pour vous dire que moi, j'ai donc vécu la liquidation tard, la liquidation de mon entreprise, qui était évidemment un projet, un rêve, une aventure. Je me disais même que j'allais la transmettre à mes gosses, ce dont ils n'auraient absolument pas voulu d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie des fantasmes. Donc j'avais créé une illusion et un mythe absolument incroyable. Et puis 8 ans après, ce mythe s'est écroulé et s'en est suivi une désillusion à la hauteur de l'illusion que je m'étais moi-même créée et dans laquelle j'éprouvais un bonheur extraordinaire avec mes 28 collaborateurs. Et donc, à ce moment-là, j'ai d'abord fait une dépression nerveuse, mais beaucoup moins intense que celle de ma femme. Donc, je suis allé voir un psychiatre, et puis, avec 2-3 médicaments, 15 jours après, ça allait beaucoup mieux. Et puis, ma femme, à l'époque, elle est très bien, elle était très lucide, m'a dit « Tu es triste ?» Et je dis « Non, même pas mal. Même pas mal. Moi, je suis hyper fort. La tristesse, ça me connaît pas. » Voilà. Elle me dit « Si, tu es profondément triste. Et il faut que tu fasses un travail. Moi, je suis ta femme et pas ton coach, donc tu peux pas aller me voir moi. » Et elle m'a dit, je pense même que tu en as accumulé tellement que le coaching suffira pas. Et il faut que tu ailles faire une psychothérapie. Donc j'ai dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis à la 4e, j'ai dit oui. Et j'ai eu la chance, parce que j'ai eu beaucoup de chance, de croiser une psychothérapeute exceptionnelle. Alors j'ai pas fait 7 séances de coaching, donc je suis pas rentré dans une thérapie brève, mais une thérapie longue, parce que j'avais beaucoup de trucs à voir à l'occasion de cette claque extraordinaire. Donc j'en ai fait 5 ans. J'ai arrêté 1 an, j'y suis revenu encore 2 ans. Oui, donc et puis là, pour l'instant, j'ai un peu stoppé. Donc j'ai tiré de la thérapie, qui va quand même plus loin que le coaching. J'ai tiré 2 leçons de tout ça, qui m'ont servi après à me dire, tiens, je peux peut-être en faire, non pas une association, mais il y a peut-être un process derrière, et pas simplement une histoire personnelle. J'ai été aidé merveilleusement par plein de gens, simultanément. Si je n'avais pas été aidé merveilleusement par plein de gens simultanément, je pense que je n'aurais pas rebondi, ou en tout cas, j'aurais rebondi, mais je n'aurais pas grandi. 2, la thérapie, le questionnement individuel avec un tiers très compétent, et du temps. Le temps, c'est ce qu'un entrepreneur déteste prendre. Hein, c'est un impatient en général. J'ai pris le temps, j'ai pas eu le choix d'ailleurs. A fait que, effectivement, j'ai compris un certain nombre de choses, pas simplement dans le domaine entrepreneurial, et qui m'ont aidé effectivement à me sentir mieux. Voilà. J'ai pas arrêté mes questionnements, mais voilà, mes questionnements m'ont emmené beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire. Et donc je me suis dit que, d'ailleurs, la création de 60 000 rebonds, de l'association, est née à l'intérieur du cabinet de ma thérapeute. Et puis j'ai fait aussi du bénévolat à cette occasion. Je me suis rendu compte que aider était moralement quelque chose d'exceptionnel, mais était personnellement, professionnellement, y compris quelque chose d'extrêmement développant.
est arrivée un jour l'idée effectivement que mon cas personnel n'était pas un cas personnel, qu'il y avait 60 000 entrepreneurs qui vivaient le dépôt de bilan tous les ans, et que, parce que j'ai fait un TEDx au milieu, qui me paraissait complètement illégitime, mais les gens m'ont forcé à monter sur une scène et à aller raconter mon histoire. Et j'ai eu plein de mails le lendemain de gens me disant « mais les mots que vous utilisez, c'est les miens ». Ah, donc je me suis dit, si c'est le leur, d'abord c'est que j'ai peut-être pas dit trop de conneries, et deuxièmement, c'est que probablement c'est pas mon cas personnel, c'est un système. Et si c'est un système qu'on est nombreux à partager, probablement il y a des méthodes qui doivent être capables de répondre à ce besoin, cette honte, cette stigmatisation, bon. Et à partir de là, donc, on a créé effectivement une association où on était 2 ou 3 à se dire, mais comment je vais transformer ce qui m'est arrivé? L'aide de ma femme, je ne vais pas la dupliquer, ma femme. L'aide de mes clients, je ne vais pas les dupliquer, mes clients, puis c'est mes clients. Bon, ma thérapeute, je ne connais pas de thérapeute bénévole. Il y en a sûrement, mais bon, en tout cas, c'est compliqué à trouver. Puis c'est trop long, 5 ans. Les gens n'attendront jamais 5 ans. Puis si je commence à leur proposer de la thérapie, ils vont partir en courant. Ils vont se dire, c'est un malade. C'est une secte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Donc, on a fini par se dire, on va faire du coaching, et on va en faire 7 séances, parce qu'on ne peut pas en faire 25, c'est pas le but, et puis que 2, ça suffit pas. Voilà, on a tâtonné. Et puis surtout, on a ensuite dit, on va mettre des parrains, parce que, bah voilà, tes copains, tes clients, etc., bah, on va les représenter par un parrain. Et puis, il va travailler au niveau individuel avec l'entrepreneur. Et puis, comme un parrain, c'est sympa, mais le questionnement proactif, c'est pas forcément son métier. Et puis il a des biais. Et puis il passe ses credos. On va contrebalancer ce travail du parrain individuel par des parrains collectifs. Donc, on va faire des groupes de co-développement. En général, vous êtes tous très à l'aise avec le co-développement. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. La première fois qu'on m'a montré les 6 étapes, là, j'ai dit c'est ça le co-développement. On m'a dit attends, commence par le faire. Et puis fais-le bien avec un coach qui va modérer. Puis après, on en parlera. Et effectivement, ce triptyque, cette triangulation, coach, 7 séances, parrain pendant jusqu'à 2 ans, et des groupes de co-développement de 1 à 9, s'est révélé une méthode extrêmement efficace, puisqu'on a 80% de taux de succès. Le succès étant, pas le savoir s'ils vont être recotés à Wall Street, nos entrepreneurs, mais est-ce qu'ils ont retrouvé une autonomie financière? Quand on fait faillite, il y a d'ailleurs beaucoup d'indépendants dans la salle, il n'y a pas d'acédique. Et quand en plus on se tape une caution bancaire personnelle, on se retrouve dans une situation financière épouvantable. Donc retrouver leur autonomie financière, ce qui est une nécessité impérieuse et urgente. Et la deuxième chose, c'est se sont-ils épanouis? C'est-à-dire, sont-ils capables d'abord de venir en parler? Tiens, ça c'est un bon signal. Et deuxièmement, surtout, ont-ils l'impression qu'au-delà des conséquences de la faillite, finalement, cette épreuve, cet échec, c'est pas un drame, perdre un enfant, c'est un drame, mais cet échec très profond, ce triple traumatisme, ont-ils suffisamment pris de distance pour dire « ça a été une chance pour moi ». Triple traumatisme Personnel, professionnel et financier. Si on se prend les 3 scuds dans la gueule au même moment. On perd son pognon, éventuellement donc avec des cautions bancaires personnelles, donc de grâce, dites à tout le monde de ne jamais prendre de caution bancaire personnelle. On n'a pas pris d'assurance chômage, ce qui était moi mon cas, c'est pour ça que j'ai eu aussi beaucoup de chance. J'avais une assurance chômage. Là, il devait y avoir à peu près moins de 1% des dirigeants d'entreprise qui ont une assurance chômage volontaire. C'est pas pareil quand on vit avec 540 € par mois et quand on vit avec 80% de ses revenus. La famille et soi, on vit pas tout à fait de la même manière. Ça, c'est le financier. Ensuite, le personnel, c'est en général, de la vie de tout le monde, une immense destruction de l'estime de soi. C'est-à-dire, je suis une merde. C'est simple, quoi. Voilà. Tout avant était une imposture. Voilà. Même quand on a 53 ans. Donc, il y a un très, très gros travail de reconstruction de cette estime de soi, de sa confiance en soi, et ça se fait pas en claquant dans les doigts. Sinon, ça se saurait. Et 3, c'est effectivement le traumatisme professionnel, parce que on se sent, reste à voir si c'est réel, on se sent stigmatisé. On se sent... ma thérapeute m'expliquait un jour cette image merveilleuse. Elle me dit, en fait, quand on souffre, on est un enfant.
On retrouve des postures d'enfants. Et elle me dit, il y a, parce qu'elle avait accompagné pas mal d'entrepreneurs qui avaient fait faillite, il y a une comparaison qui vient au bout d'un moment entre le carnet de notes que j'ai présenté à mon père quand j'avais 0. C'est en général pas au moment où j'avais de très bonnes notes, ça je m'en souviens plus, mais le jour où j'ai pris une taloche parce que j'avais une mauvaise note, je m'en souviens très bien, et ce bilan qu'on amène et ces documents qu'on amène aux juges, qui en général en plus très bien au tribunal de commerce de Paris, parce qu'il est situé en haut, ils sont 5 avec leurs hermines, et on se dit, je suis condamné quoi. Et même moi qui ne suis pas suicidaire, je raconte souvent cette anecdote, elle est très drôle. Quand on sort du tribunal de commerce de Paris, on sort, on ouvre la porte et il y a la Seine en face. Et honnêtement, même le plus costaud d'entre nous, on se dit, parce qu'en plus on arrive à la liquidation épuisé, parce que ça fait 1 an qu'on sait qu'on voit le truc venir, hein, bon, et qu'on sait que ce coup-là, on va pas le surpasser, et qu'on se dit, putain, au moins si je saute là, ma femme, elle est bien couverte. Mes gosses, ils seront tranquilles, j'arrêterai de les emmerder. Bon, alors heureusement, ça dure un quart de seconde pour la plupart d'entre nous. Il y a quand même 200 à 300 entrepreneurs qui se suicident tous les ans, post-faillite, spécifiques post-faillite, je ne compte pas les agriculteurs. Donc ça veut dire que après, ce triple traumatisme peut rencontrer évidemment des fêlures, des fractures, des vulnérabilités qui peuvent se transformer dramatiquement. Bref, donc nous avons créé ce processus par tâtonnement, test and learn. Je rajoute test, fail and learn, c'est-à-dire qu'on a testé des trucs, on s'est planté, on a recommencé. Et alors, je suis un immense défenseur du coaching parce qu'au début de 60 000 rebonds, qui s'est testé à Bordeaux, la zone test c'était Bordeaux, tout à fait par hasard, j'avais pas rendu le coaching obligatoire. C'était optionnel. Parce que je me disais, je peux pas forcer. Enfin, les coachs m'avaient dit, tu peux pas forcer quelqu'un qui veut pas. D'accord ? Alors, il y a 2 mots. Il y a ça ne peut être qu'un acte volontaire, et puis deuxième mot, faut poser le cadre. Alors ça, j'ai retenu, poser le cadre. Donc je fais chier mes gosses quand on s'engueule, je dis pose le cadre. Attends, on n'a pas posé le cadre. Alors c'est vrai, j'étais convaincu de cet acte volontaire. En thérapie, c'est une évidence. En coaching aussi, je crois. Sauf que tous ceux qui n'avaient pas vécu le coaching se replantaient. On pourra essayer de voir où ils se replantaient. Ils ne se replantaient pas sur des réalité technique. Ils avaient compris qu'il ne fallait plus un seul client qui fasse 70% du chiffre d'affaires, qu'il fallait générer du cash flow. Ça, ils en avaient pris assez dans la gueule, ils avaient compris. Non, ils refaisaient les mêmes erreurs de tempérament, de comportement, en croyant écrire une autre histoire. Alors que ceux qui avaient suivi le coaching, alors on n'avait pas beaucoup de recul, on avait 1 an et demi, mais on voyait déjà tous les ingrédients. Eux, d'abord, ils étaient contents, même quand au début, ils y allaient les pieds en dedans. Un peu, oui. Ben, c'était volontaire sous contrainte, oui, poussé. Ben. Je ne veux pas faire de sexisme, mais tous ceux qui acceptaient, c'était les femmes, et ceux qui refusaient, c'était les mecs. Bon, je mets ça de côté, c'est un sujet, paraît-il, il ne faut pas que j'aborde, donc je ne l'ai pas abordé. Mais c'était quand même frappant. En réalité, donc, au bout d'1 an et demi, on s'est dit, c'est pas possible, on va le rendre obligatoire. Ils prendront le programme, qui est cette triangulation coach par un groupe de co-développement, ou ils ne le prendront pas, mais on ne fera pas du self-service. Voilà. Et donc, quand je veux vraiment démontrer l'efficacité du coaching, je dis, attendez, on a eu 1 an et demi, on a dû accompagner pas beaucoup, une vingtaine d'entrepreneurs, mais c'était flagrant. Donc, on a dit, ok, allez, c'est bon, c'est nécessaire, et on va leur foutre un coup de pied au cul. Au cas où ils ne voudraient pas trop, on va utiliser le groupe. Et en fait, donc c'est dégueulasse ce que j'ai fait. C'est du volontariat, vous voyez, un peu stimulé. Et en fait, ce sont c'est ceux qui y sont passés, qui ont développé, qui ont expliqué, qui se sont développés, qui ont expliqué aux autres qu'ils seraient fous de pas le faire. Voilà. Et que ce serait un obscurantisme de refuser qui n'est pas digne d'un entrepreneur. Là, ils les ont pris aux tripes. Voilà. Donc on a oublié tout ce qui est psychologie. Non. Si tu es un entrepreneur, tu es ouvert. Tu prends des risques, tu vas en prendre un là. C'est pour toi. Voilà. Donc, et ça a marché comme ça. Et puis après, on a dit, écoutez, ça se discute plus. Voilà. Donc si vous retenez le programme, vous avez le coaching. Et nous commençons par le coaching. C'est-à-dire, il n'y a pas de parrainage pour travailler sur le projet professionnel, ni de groupe de co-développement pour à plusieurs questionner encore mieux le projet professionnel, tant qu'il n'y a pas eu la reconstruction du socle personnel. Parce qu'on a l'impression, et je crois que ce n'est pas qu'une impression, que sinon on construirait sur du sable.
C'est-à-dire que tout le travail de refondation n'aura pas été fait. Et je finis là-dessus, le gros travail que nous avons demandé aux coachs, parce que moi je ne sais pas faire, je ne suis pas coach, mais qu'on attend d'eux, et avec une grosse sélection des coachs, c'est quand même pas de la tarte, de reconstruire le socle personnel d'un individu qui a été frappé par 3 traumatismes simultanés, plus les conséquences. La famille en prend un gros coup. Voilà, bon, bref. Donc on s'adresse à des coachs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont aussi vécu beaucoup de choses avant, parce que je ne crois pas qu'on soit très légitime, je m'en excuse auprès des très jeunes coachs dans l'état civil. Il faut que... Et je voyais d'ailleurs les entrepreneurs allaient souvent vers les plus âgés. Voilà, comme s'il y avait aussi un peu de maternance à leur égard, mais aussi de légitimité. On leur demande, de travailler la déconstruction de ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dû à moi, qu'est-ce qui n'est pas dû à moi. Parce qu'évidemment, tout est dû à moi. Quand j'arrive complètement bousillé, non, il y a plein de choses, elles ne sont pas dues à toi. Et ensuite, dans ce qui est dû à toi, c'est qu'est-ce qui est dû à toi, mais qui sont à nouveau des éléments techniques de gestion de ton entreprise. Cela, ça va très vite. C'est très facile de faire le diagnostic. Et ça, tu ne le referas pas. Et qu'est-ce qui est dû à toi, c'est-à-dire ton tempérament, ton comportement. Et là, on leur fait faire un travail que je trouve extraordinaire, que moi, j'aurais aimé faire tout de suite. Et quand je fais des discours devant les étudiants, je leur dis, vous pouvez commencer ce soir, c'est talent et vulnérabilité. Pas force et faiblesse, pas compétence, on s'en fout de ça. Ça, c'est trop facile. Non, c'est quels sont tes talents. Et ces talents sont probablement tes propres vulnérabilités. Et si tu ne le comprends pas, soit tu vas bousiller tes talents, parce que tu as eu tellement peur, tu t'es fait tellement peur que tu vas arrêter d'être créatif, audacieux, plein de scrupules, avec une morale. Enfin, voilà, tous tes talents, tu vas me les foutre au freezer. C'est une erreur, c'est tout ton moteur de la vie et tout ce qui fait ta réussite. Mais tu ne dois pas sous-estimer que chacun de ces talents représente, particulièrement dans le monde professionnel, une vulnérabilité potentielle. Tu dois en tenir compte. Par exemple, moi, je suis un idéaliste. Et je suis plutôt avant-gardiste. C'est très mauvais en business, d'avoir raison trop tôt, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires. On a les dépenses, mais on n'a pas le chiffre d'affaires. Une des conséquences que j'ai tirées, c'est nécessité d'avoir autour de moi des contre-pouvoirs. Alors j'avais un DAF, un directeur administratif financier, formidable, mais il n'osait pas me dire non. Puis quand il me disait non, je disais, tu sais, c'est très dangereux ce qu'on fait là, l'investissement aux États-Unis. Je lui dis, écoute, tu m'emmerdes. Voilà. Donc il arrêtait de faire contre-pouvoir. Donc j'en avais un, mais je le privais de parole et je ne l'écoutais pas. J'ai compris que c'était une très grosse bêtise. Voilà, c'en est un. Allez, dernière minute, j'ai entendu à plusieurs fois, parce que nous ne sommes pas à une manipulation près, je vais vous poser une question qui est absolument pas préparée. J'ai surtout entendu parler de grandir. Oui. En quoi ce terme vous tient particulièrement à cœur ? Alors, je vais vous raconter une anecdote qui va vous résumer ce que j'entends par ce mot grandir, qui ne m'est pas venu comme ça, toute seule. Un jour, j'étais avec un monsieur formidable qui s'appelle Luc Ferry et qui était prêt à participer à certaines de nos conférences, parce on fait énormément de conférences et Guillaume continue à ce développement sur le travail de l'échec en France, la culture de l'échec en France, qui nous paraît un enjeu essentiel pour résoudre la partie professionnelle, c'est-à-dire le regard professionnel du monde professionnel sur l'homme ou la femme qui a échoué. Et je lui dis, il me dit tout à trac, quelles questions voudriez-vous que je traite dans vos conférences? Et je lui dis, j'étais pas préparé, donc je sors un truc comme ça, pas toujours bon d'ailleurs, pourquoi faut-il souffrir pour grandir? Pourquoi faut-il souffrir pour grandir? Et là, je le vois, il est plus grand que moi, avoir les bras qui tombent, et il me dit, ah non, mais attendez, ça c'est une vision complètement judéo-chrétienne. Non, alors vraiment, je ne suis pas le bon interlocuteur pour vous parler de ça. Et puis, d'ailleurs, je trouve cette vision totalement réductrice. Et il démarre sur un message sur l'enthousiasme, la motivation, etc. Et je me dis, et je le quittais à ce moment-là, après 1 heure d'entretien, et je descends l'escalier de son immeuble, et je me dis, Rambaud, t'as encore perdu une occasion de te taire. Évidemment, ce mec a 1000 fois raison. T'as pas arrêté dans ta vie d'entrepreneur d'encourager, de la moindre victoire.
ont transformé ça en victoire mondiale. Voilà, créer de l'enthousiasme même auprès de tes banquiers. T'as pas arrêté de leur raconter des cracks pour leur expliquer que c'était formidable. Tes actionnaires, tu vas pas lui dire maintenant que t'as souffert et que c'était comme ça que tu grandissais. Donc je me dis, j'ai perdu une occasion de me taire. Je vous jure que c'est vrai. Je descends l'escalier en me disant, bon. Je sors dans la rue et je me dis, il a raison, mais j'ai raison aussi. Ah. Et là, je me rappelle mes cours de physique. En 25 secondes. Eh ben, il y a deux forces vitales. Je crois, hein, c'est totalement personnel. Il y en a une pour jouir, s'enthousiasmer, être heureux. Et elle est formidable. Honnêtement, si on n'avait pas ça, je suis pas sûr qu'on ferait des gosses, par exemple. Donc, il y a une sacrée énergie vitale là-dedans. Ça, c'est bien, c'est le bonheur. Je suis pas sûr qu'on sache en faire grand-chose. Et puis, il y en a une, quand on souffre, pas trop, mais quand on souffre intelligemment, qu'on est bien accompagné, qu'on prend le temps de ça, qui s'appelle grandir. Parce que la zone d'inconfort, elle nous fait plus évoluer que la zone de confort. Évidemment, avec un certain nombre de conditions. On peut ne rien faire de sa souffrance. Mais, à nouveau, avec les mécanismes et les techniques modernes, peut-être la philosophie antique hein, aussi, pourquoi pas, mais il fallait la comprendre. Eh bien, je crois que c'est une force verticale, grandir. L'autre est une force horizontale. Et l'idéal, évidemment, c'est l'hypoténuse, la conjonction des deux. Voilà. Et comme la vie est formidable, elle nous propose constamment des échecs et des réussites. Alors, je crois qu'on ne fait rien de ces réussites, ou pas grand-chose. Enfin, moi, je n'ai jamais rien fait de mes réussites. Puis c'est très éphémère. Hein. On se fait plaisir 3 minutes, et puis après, c'est fini. La souffrance, on la garde un peu plus longtemps. Et quand on a, grâce à des hommes et des femmes comme vous, l'occasion et la chance de pouvoir les travailler avec un tiers compétent, eh bien, oui, on va sortir plus fort qu'on y était. D'où la résilience qui est en physique, le retour à l'état ante, l'état précédent pour les corps physiques. Nous, on dit, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire ressortir beaucoup plus fort, épanoui, grandi, ce qu'on appelle grandi, de l'épreuve qu'on vient de vivre. Merci. J'entends que la résilience fait débat, hein, déjà. Et je vais en profiter, parce que c'était aussi un terme, Vincent, qui vous tenait à cœur. Voilà, ça c'était pour vous dire, je vais vous passer la parole. Voilà. Partagez avec nous une expérience de résilience. Je vous passe le micro. Oui, merci. Alors, je suis Vincent Bourri. Alors, depuis quelques secondes, j'imagine un scénario où je vais prendre une balle de ping-pong pour parler du rebond, puis je me rends compte que j'en ai pas avec moi. Donc, j'ai des raquettes. Je suis un pongiste, je suis un joueur de ping-pong, et je vais un petit peu improviser parce que ce que j'ai entendu me passionne. J'ai eu la chance lors d'une compétition mondiale à Taïwan en 2002. Après la compétition, avec mes parents, et on est allé visiter un certain nombre de moines bouddhistes dans la montagne qui sont complètement isolés, en marbre, et très 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 magnifiques, dans une camionnette où on était quelques personnes, dont quelqu'un qui me semblait familier. Et pour vous dire comment ça s'est passé, j'étais en train de lire un bouquin de Boris Cyrulnik qui est quand même assez pertinent quand on parle de résilience. Et il y avait 2 mots dans le bouquin que j'avais du mal à comprendre, qui étaient résilience, justement, et un oxymoron. Et j'ose me tourner vers... parce que Boris Cyrulnik a parlé de merveilleux malheur, cette capacité qu'ont les enfants qui ont un certain nombre de difficultés à rebondir et à grandir, tout en restant prudent, parce que parfois il y en a qui se relèvent pas, justement. Donc, et cette personne dans le bus, je commence à lui poser la question, qu'est-ce que c'est la résilience? Et son épouse qui était à côté me dit, ouais, t'as trouvé la bonne personne. C'était Pierre-Gilles Degennes, prix Nobel de physique, et qui dit, pour pouvoir comprendre, tu prends quelque chose, tu le balances par terre, et le retour à l'état initial, ça dépend ce que tu jettes, quoi. Si tu prends une balle de ping-pong, elle va rebondir d'une certaine façon, pas forcément à la même hauteur. Si tu balances une balle en verre, elle va s'écrabouiller. En termes de résilience, c'est un peu moyen. Par contre, si c'est une balle de plastique et qu'on donne assez d'énergie, elle va peut-être même rebondir encore plus haut que ce qui était prévu. Alors, je sais pas si vous imaginez mon bonheur de passer 2 jours avec quelqu'un avec qui on a débattu pendant très très longtemps,
et avec beaucoup d'humour de cette résilience. Donc voilà, je voulais raconter cette petite anecdote pour vous parler de ma propre résilience. Donc j'ai bien entendu les 3 sujets de résilience, je vais en rajouter 2. Moi j'ai connu, j'étais sportif de haut niveau à Lyon, à l'INSA à Lyon, quand j'étais en études pour faire une préparation d'un diplôme d'ingénieur et puis une carrière sportive. Et donc j'ai eu un problème physique, j'ai eu un accident de sport qui m'a laissé en fauteuil roulant. Donc là j'ai eu un exercice assez intéressant de résilience pendant un certain moment. Et j'ai traversé aussi en plus un certain nombre d'expériences, pas seulement personnelles, mais aussi sportives, parce que j'ai repris le sport en handisport, et j'ai connu des grosses défaites, des grosses désillusions, donc j'ai beaucoup travaillé sur ma capacité de rebond en cas d'échec, mais aussi en cas de réussite. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup bossé, parce que je pense que ça peut nous aider à grandir également, la capacité de rebondir après un échec. Et c'est pas le sujet, mais j'ai aussi créé ma boîte qui s'est crabouillée, donc je pourrais aussi parler de cette résilience professionnelle. Et aujourd'hui, je voudrais partager une histoire avec des jeunes enfants qui ont été extrêmement inspirants pour moi. L'histoire, elle commence quand je continue à faire de la compétition, donc je suis toujours un compétiteur de haut niveau en tennis de table. Je suis classé actuellement en numéro 10 mondial. Je reviens d'une grosse compétition où j'espère que mon classement va progresser, parce que j'ai fait un très bon résultat sur ce qui correspond à un tournoi du Grand Chelem, que nous on appelle un Pro Tour, où j'ai fait finaliste. Et l'histoire, c'est que en 2015, j'ai fait beaucoup de compétitions pour me qualifier pour les Jeux paralympiques de Rio, qui ont eu lieu à l'automne dernier. Et les critères de qualification étaient d'être parmi les 16 meilleurs joueurs mondiaux pour aller aux Jeux. Moi, j'étais 9e, puis 10e en fin de saison. Et malheureusement, contrairement à ce que j'espérais, donc j'étais qualifié, mais je n'ai pas été sélectionné par le comité paralympique français. Donc en termes de rebond, ça n'a pas été quelque chose de très très facile. Et il s'est greffé là-dessus un projet personnel avec un certain nombre d'amis qui concerne des enfants des favelas de Rio, avec lesquels on avait déjà vécu une aventure humaine assez forte, à savoir que c'est une association qu'on parraine de manière très modeste. En gros, on donne un peu d'argent tous les ans. Et on a décidé, il y a un peu plus de 2 ans, de pas seulement donner de l'argent, mais d'aller les rejoindre et de filer un coup de main à travers tous nos talents, toutes nos compétences, pour les aider à reconstruire des cases, à refaire la cuisine. Il y avait la plomberie qui était naze, faire de la peinture, et puis en même temps on filait à manger. Et tant qu'à venir en avion, négocier auprès de la compagnie aérienne pour emmener énormément de kilos, de fringues, de médicaments et de jouets pour ces enfants-là. Donc on a réalisé cette action pour laquelle c'était très long pour que je me décide, parce que je ne savais pas si j'allais être utile à cette opération, à savoir que c'était à peu près, on avait pu très très bien négocier notre déplacement et notre hébergement à environ 1 500 €. Et je me demandais si ça servait à quelque chose que je sois présent plutôt que filer simplement 1 500 €. À savoir que je suppose que vous avez vu des reportages ou des images des favelas, vous pouvez imaginer dans quelle mesure c'est inaccessible pour moi, et à quel point j'aurais été plutôt un boulet plutôt qu'être utile, qui était important pour moi dans les favelas. Donc j'y suis allé quand même, et on a passé une semaine auprès de ces enfants qui a été magique. À savoir que pendant que les copains faisaient du vrai travail, de maçonnerie, de plomberie et de tout un tas de travaux vraiment dans la favelas, moi je suis resté avec les enfants et je suis passé à travers un certain nombre de statuts très glorieux. Dans un premier temps, j'ai été présenté comme la superstar mondiale du sport de haut niveau. Donc genre pas Usain Bolt, mais bon, le gars qui me présentait était très 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 élogieux. Alors j'avais emmené les médailles, j'avais emmené plein de trucs à partager en tant que sportif pour les gamins. C'est vrai qu'il y avait des regards, des pépites dans les yeux, un émerveillement, une admiration qui est très flatteuse en termes d'ego. Vous savez, les sportifs de haut niveau, on est quand même assez balèze sur ce sujet-là. Donc c'était très flatteur, très sympa. Et puis le deuxième stade, c'était ouais, ok. T'es un champion, on va taper quelques balles, on va faire un peu de sport ensemble.
Mais bon, nous, on te considère un peu aussi comme un Américain. Est-ce que tu peux faire un chèque et puis tu nous laisses du pognon? On fait quelques photos pour que tu puisses frimer avec tes amis. Tu dis que tu fais de la charité, tu sauves les enfants du monde. Mais bon, après, on discute plus trop avec toi. Et il se trouve que ce qui est aussi vrai hein, dans l'humanitaire, dans tout ce qui est ce genre de programme, ça fait partie du jeu. Et le fait pendant que les copains faisaient des vraies choses entre guillemets dans la favelas, moi j'avais rien d'autre à faire que passer du temps avec eux, que j'ai traduit dans ce que je sais faire, alors, soit sur le sport, soit sur des activités plus ludiques avec ce qu'ils avaient. Évidemment, il y a des ballons de foot de partout. On est au Brésil quand même. Il y avait quelques balles de ping-pong. Moi, j'avais amené énormément de matos, des raquettes, des filets, et puis avec des bouts de planche, on a pu fabriquer des choses qui ressemblaient à des tables de ping-pong. On a travaillé sur la respiration, on a travaillé sur les étirements, sur l'échauffement, et puis petit à petit, il y a une confiance qui s'est installée, notamment grâce aux bénévoles, parce que moi je parle absolument pas brésilien, mais la langue n'a pas été un frein à ce moment-là. Et la confiance s'est installée petit à petit, et on a partagé des choses vraiment très très fortes pendant une semaine. Alors je prétendrai pas que c'était du coaching, mais c'est quelque chose qui se rapprochait de ça à travers tous les échanges qu'on a eus et à travers la résilience qu'on a partagée avec ces enfants. C'est un terme que je me permets d'employer parce que les favelas, c'est bon, vous savez, c'est pas d'électricité, pas d'eau, pas d'égout. Vous pouvez imaginer comment ça sent mauvais quand il fait très très chaud comme au Brésil. Et c'est surtout 40 000 morts par balle par an. Et avec énormément d'enfants qui sont concernés pour tout un tas de raisons dans lesquelles on va pas rentrer. Donc le quotidien de ces gamins, il est très compliqué. Ils ont leurs propres difficultés, leur environnement est très très difficile, mais c'est des amoureux de la vie pour la plupart. C'est vraiment des résilients, des combattants, des gens qui savent rebondir en permanence chaque jour, chaque semaine, parce que c'est toujours ça qu'ils peuvent prendre comme morceau de vie, et ils ont un appétit de vie qui est assez impressionnant. Et petit à petit, cette complicité qui s'établit m'a amené à faire un engagement assez fort. À l'époque, c'était peut-être un peu plus de 2 ans avant les Jeux. J'ai dit, vous savez, moi je vais revenir. Et puis on va aller ensemble voir les Jeux paralympiques. On va trouver des billets. Moi, je vais mettre des sous, puis on va demander des sponsors, et puis on va aller voir les Jeux ensemble. Et puis 1 an et demi après, je suis pas sélectionné par l'équipe de France et je me suis retrouvé dans une situation très très difficile par rapport à l'engagement que j'avais pris auprès de ces gamins et par rapport au propre boulot que j'ai eu à faire sur ma capacité de rebond suite à cette frustration, cette désillusion, cet échec, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il se trouve que j'ai pu accompagner un certain nombre de personnes, d'entreprises qui m'ont sollicité pour faire une sorte on va dire d'immersion, de séminaire, qui a pu financer une partie de mon déplacement. Et du coup, je suis allé à Rio. J'ai pu revoir les gamins, le groupe, et du fait que je ne participais pas, et que même si j'avais un peu de boulot à faire pour faire une sorte de guide un peu de luxe pour ces collaborateurs d'une start-up qui a très bien gazé à Paris, qui a offert les billets à un certain nombre de collaborateurs. Donc j'ai eu du temps pour passer du temps avec eux, à peu près que j'ai fini le boulot. Et en parallèle, j'ai lancé une sorte de crowdfunding pour pouvoir financer un certain nombre de billets. Mon objectif, c'était d'emmener 50 gamins voir une journée les Jeux paralympiques, et puis une dizaine voir la cérémonie de clôture, en sachant que c'est pas seulement des billets, c'est des enfants, il faut pouvoir les transporter, ils habitent assez loin des lieux de sport, les nourrir, trouver de la bouffe, des accompagnateurs, etc. Et l'aventure a été vraiment magnifique parce qu'entre les rencontres qu'on a pu faire sur place avec Alain, mon chef, qui était là et qui était un des porteurs de flammes du parcours paralympique, et des gens qui ont contribué encore plus que ce que moi j'avais mis de côté comme sous, puis les copains et la famille et les collègues, au lieu d'en emmener 50, on en emmenait pratiquement 200 voir les Jeux, et ça c'était une énergie, un moment de vie assez fantastique. Et puis une dizaine pour la cérémonie de clôture. Et ce qui a été très... Je profite d'une respiration. Pour en emmener 60 000, vous auriez besoin de quoi ? De vous.
de vous, parce que il y a un côté évidemment matériel. Si on tape à la porte de grands sponsors, de partenaires, l'idée ce serait d'emmener tous ces enfants vivre pas forcément les jeux, mais des choses qui leur permettent de grandir. Parce que ce sont des grands résilients, mais je vais pas vous faire un coup de triangle dramatique, mais ils ont aussi la capacité de se poser en victime facilement. Et la possibilité qui a été pour eux offerte de rencontrer des athlètes paralympiques, alors c'est un peu la cour des miracles, hein, les Jeux paralympiques, il y en a qui voient rien, il y en a qui entendent rien, il y en a qui manquent un bras, une jambe, les deux. Dans 25 secondes, Et eh ben c'est que non seulement nous en tant que coach, on a des choses à leur offrir, on a une capacité d'écoute, une capacité autour des groupes de parole, autour du travail sur leur propre talent, parce que l'estime de soi elle est compliquée dans ces endroits-là. Mais au-delà de ça, la richesse que ce public, que ces enfants peuvent apporter. Pour nous, c'est extrêmement inspirant, ça fait du bien, ça rajoute à l'enthousiasme, à l'émerveillement qu'on peut trouver dans chaque seconde de notre existence. Alors, comme faut que j'arrête, c'est ça. Donc, je vais arrêter là. J'avais d'autres choses à partager, mais on sera ensemble plus tard. Mais ce qui est important aussi pour nous, j'aime bien garder en tête une citation d'un mec que j'aime bien, qui est Pierre Rabhi, qui dit on s'occupe souvent de quelle planète on va laisser à nos enfants, et en même temps on oublie de s'occuper de quels enfants on va laisser à notre planète. Et par rapport à cette approche, je trouve que nous on a des choses à apporter. Et quelques gamins étaient plus présents quand on était là, parce qu'ils étaient juste décédés pour certains, et d'autres avaient réussi, ils étaient sortis du cadre d'accueil. Donc ces enfants-là sont aussi là pour nous rappeler quelque chose. Alors je sais plus quel ancien a sorti cette phrase-là, mais elle me vient à l'esprit maintenant, et ils illustrent extrêmement bien cette capacité de vie, c'est de se dire, de vivre chaque seconde, chaque instant comme si c'était le dernier, mais de continuer à apprendre comme si on avait l'éternité. Voilà, je vais arrêter là. Merci. Merci pour cet optimisme, merci vraiment. Et je vais en profiter pour passer la parole à Maya Bourreil, que je vais laisser se présenter. Toujours pareil, hein, très rythmé dans le tempo. Et voilà, ça c'est fait. Et nous dire ce qu'est votre association, et puis en quoi éventuellement, parce que vous avez vu, hein, si on peut servir 60 000 rebonds jeunes du Brésil, voilà, en quoi éventuellement le coaching et les coachs pourraient vous être utiles. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très honorée d'être là, et je suis aussi émue parce que je suis en pleine création d'associations, et je me nourris beaucoup des témoignages des uns et des autres, et je trouve que ceux d'aujourd'hui sont assez magnifiques, et particulièrement autour du coaching, qui en fait n'était pas spécialement quelque chose dont j'avais mesuré l'impact possible dans Youn, qui est donc l'association que je développe, et en fait qui devient une vraie pierre plus qu'angulaire en fait. C'est un pilier fondamental, et qui vient en fait irriguer tout le positionnement et toute la posture qu'on a dans Youn. Voilà. Donc donc Youn est une association créée le 21 avril dernier, donc toute jeune, mais qui a émergé suite à un parcours de réflexion d'1 an que j'ai donc entamé, et qui a pour objectif d'accompagner les personnes étrangères qui sont en France depuis quelques années dans leur processus d'intégration professionnelle, à la hauteur de leurs ambitions et de leurs compétences, et du coup de les rapprocher le plus possible de leur objectif d'emploi. Voilà, j'ai tout dit. Le concept, c'est de pouvoir proposer à des personnes qui n'ont donc de commun que les critères que je vous ai annoncés, hein, donc être étrangère, être en France depuis à peu près moins de 5 ans,
Ça veut dire qu'elles n'ont pas encore forcément choisi une stratégie au rabais dans leur intégration professionnelle, et que peut-être il y a encore une source de motivation intrinsèque qui peut les porter vers leurs plus folles ambitions. Et donc elles doivent être motivées, c'est une condition importante, et elles doivent être en situation régulière. Je sais que c'est quelque chose qui peut se poser déjà dans certaines têtes, et elles doivent vouloir poursuivre dans leur voie professionnelle. Donc on accompagne la continuité professionnelle, et voilà, c'est vraiment les seuls critères de base. Et l'objectif est de pouvoir accompagner toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions financières, et donc d'être accessible au plus grand nombre. Donc on travaille un modèle économique qui est innovant, et pour cela on est accompagné dans un incubateur d'innovation sociale à Lyon qui s'appelle Ronalpia depuis le début du mois de mars. Et donc le service qu'on voudrait proposer, c'est un accompagnement individuel en un peu 3 dimensions. La première étant celle du coaching, et donc sur un temps à peu près de 6 mois, c'est proposé environ 2 heures en moyenne par mois d'accompagnement de coaching. Je vous ferai le détail après. Je vais essayer de vous brosser le portrait d'ensemble. Le deuxième accompagnement, c'est l'apprentissage au perfectionnement du français en langue étrangère à l'écrit ou à l'oral à visée professionnelle. Et le troisième accompagnement, ou le troisième pierre, c'est une immersion une immersion dans la pratique du métier visé, qui est donc connue par la personne puisqu'elle est censée le pratiquer, mais qui n'est pas forcément connue dans la pratique à la française. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir se sentir plus en situation de pouvoir, en situation d'entretien d'embauche, par exemple, et pouvoir dire et assumer, j'ai vu le métier en France que je connais, mais dont je connais pas forcément la pratique, et pour lequel un recruteur pourrait avoir quelques hésitations. Je maîtrise les tâches qui sont attachées au métier, je les comprends, j'ai acquis un certain vocabulaire technique, et j'ai développé un premier réseau professionnel qui du coup peut permettre de favoriser la visibilité de la personne et son recrutement. Donc ça, c'était pour l'immersion. En parallèle de ce 3 accompagnements, on proposera un espèce de sas d'intégration pour toutes les parties prenantes, qui a pour objectif de créer une culture commune et de poser les bases d'une relation horizontale et collaborative, à savoir une formation sur l'interculturalité, sur l'approche interculturelle, sur le droit des étrangers, et c'est déjà pas mal pour le moment, mais je ferai une petite idée sur le réseau, mais voilà. Voilà en gros un peu le portrait. Donc on a 2 missions, c'est accompagner individuellement, et on a l'idée de faire émerger une communauté d'acteurs engagés, et de le dire haut et fort, et de valoriser les actions créatives et les initiatives développées par des acteurs territoriaux, que ce soit des acteurs privés, publics, individuels, des personnes morales, autour de cette plus juste intégration professionnelle. Parce que l'objectif poursuivi est l'objectif un peu négatif. Donc l'objectif positif, c'est favoriser l'intégration durable des étrangers en France. Et l'objectif un peu plus négatif, c'est de lutter contre le déclassement professionnel. Et c'est vraiment ça qui est un des moteurs dans Youn, c'est de tirer vers le haut et d'accompagner les ambitions d'une personne et la réalisation d'elle-même au niveau professionnel. Voilà. Que puis-je vous expliquer d'autre ? Singularité de votre association par rapport à d'autres qui œuvrent sur le même champ. S'il y avait une singularité. Il y en a peut-être beaucoup, mais c'est peut-être l'accompagnement individuel. Cette idée, elle a émergé par la conjonction d'événements aussi bien personnels que professionnels, et par le constat que des personnes qui ont une motivation réelle à poursuivre un travail qu'elles ont choisi, pour lesquelles elles ont pu se former ou pas, le diplôme n'est pas une condition, et qui les motive, ces personnes qui sont ultra motivées ne trouvent pas de réponse dans les dispositifs existants, que ce soit associatifs ou publics, adaptés spécifiquement à leur contexte professionnel et à leur spécificité de personnes étrangères. Donc l'individuel, c'était très très clair au départ que c'était
l'élément peut-être le plus compliqué à mettre en œuvre, mais le plus fondamental aussi si on voulait atteindre les objectifs qu'on se fixait. Et donc voilà, donc on est vraiment sur un accompagnement qui est individuel et pas individualisé au sein d'un collectif. Alors l'idée n'est pas du tout de nier le pouvoir du collectif, et au contraire, je trouve qu'en ces temps d'actualité où on voit le collectif émerger partout et les initiatives citoyennes, on s'ancre vraiment dans cet élan. C'est un projet qui s'ancre dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, dans ce mouvement d'initiative citoyenne aussi, et qui a pour volonté d'emmener le plus possible de monde et que tout le monde puisse trouver sa place s'il le souhaite dans ce projet. Donc il y a une place pour tout le monde si vous le souhaitez, coach ou pas. Alors oui, on peut le faire, mais ok. Donc effectivement, pour assurer le lancement de l'association, on n'a pas encore commencé les accompagnements, mais on aimerait lancer les premiers tests au mois de mai, au mois de juin. Donc on travaille sur le processus, ce qui peut vous intéresser directement, sur le processus de sélection des coachs dans Youn. Et donc là, vous pouvez candidater avec joie. Je pense que vous pourriez trouver une petite part de bonheur, voilà. Et également, on fait aussi appel forcément aux entreprises qui sont incontournables dans une intégration professionnelle sur un territoire donné, pour ouvrir leurs portes pour l'immersion professionnelle, mais aussi pour financer par du mécénat les premières actions. L'objectif étant d'avoir un modèle économique qui puisse marcher plus par les ressources propres que par les subventions publiques, voilà. Voilà, juste pour peut-être repréciser le cadre du coaching, ce qui est important, ce qui a été choisi et la manière dont on a monté tout le concept un peu pédagogique, c'est vraiment, il y a 3 objectifs principaux. C'est donc en 25 secondes, c'est travailler sur la confiance en soi, remobiliser les compétences professionnelles et surtout savoir les traduire à la française. Et appuyer à la compréhension des codes socioculturels et socioprofessionnels pour que ce ne soit pas des grains de sable qui viennent enrayer l'engrenage, la formidable machine de motivation et ténacité que ces personnes ont, malgré parfois des difficultés assez immesurables, je ne sais plus. Donc voilà, les objectifs du coaching sont ceux-ci. Et c'est de créer un cadre du coup de confiance adapté où la personne n'est pas un ami, n'est pas une personne accueillante, n'est pas un soutien acquis au fur et à mesure d'un parcours migratoire qui a pu être complexe, mais qui a lieu dans un cadre donné. Voilà. Je termine. Du coup, ça me. Voilà. Merci. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'ai un rapport au cadre particulier et je vais me rapprocher de l'autorité. Comme nous avons démarré en retard, il est 15h23, j'ai combien de temps pour le question-réponse ? 10 minutes ? Alors si on part sur un socio, là je pense que je vais décider 10 minutes. 10 minutes de questions-réponses. Quelles questions auriez-vous envie de poser à notre brillante table ronde, qui n'est pas ronde ? Je vais faire un petit complément par rapport à ce que disait Philippe, si possible. C'est l'aspect collectif. C'est-à-dire que le coaching est essentiel. Pour que ce coaching puisse se faire, on se rend compte qu'il faut que la personne soit en énergie et retrouver un minimum d'énergie. Et là, le collectif contribue très fortement. Quand on se rend compte, c'est un petit peu comme... Alors, j'aime pas que je dise ça, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même. Comme chez les alcooliques anonymes. Vous voyez, vous avez un tour de table. Eh bien, chez nos souffrants, il y a un tour de table. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et ils se rendent compte que les autres sont en train de s'en sortir. Et ça, c'est vraiment un facteur phénoménal. Et si certains sont intéressés à nous rejoindre, je tiens à votre disposition une petite brochure. Et le 31 mai, nous faisons un événement à la Cato avec Michel Noir qui vient parler de choses passionnantes aussi. Merci bien. Allez, des questions ? Je serais surprise qu'avec une assemblée de professionnels du questionnement, il n'y ait pas une ou deux questions puissantes. Ça, c'était...
Oui, bonjour. Thibaut Mullier, je fais partie aussi de 60 000 rebonds. J'ai une question pour Philippe parce que on se connaît un petit peu, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu étonné dans ce que tu dis, et notamment parce que j'ai lu le livre de Charles Pépin sur les leviers, de l'échec. Enfin, moi, je me souviens plus du titre. Les vertus de l'échec, exactement. Et quand tu dis que tu n'apprends pas de tes réussites. Et là, je suis un peu étonné, parce que je pense qu'on peut aussi bien apprendre de ses réussites que de ses échecs. Et donc voilà, c'était une petite question que j'avais envie de te poser. Non, mais je parlais de moi. Moi, j'apprends rien de mes réussites. Parce que je passe trop vite dessus. Parce que je crois aussi, en ayant échangé avec pas mal de gens sur ce sujet, que la zone d'inconfort nous fait plus progresser que la zone de confort. Mais c'est vachement théorique de dire ça. Et qu'en plus, moi, je suis heureux qu'on puisse donner une vision positive de la souffrance. Sinon, ça se fait chier, quoi. On s'en prend plein la gueule et on n'en ferait rien. Si, on peut en faire beaucoup de choses. Sur la réussite, j'ai dit que c'était un facteur de motivation et qu'il y a plus de femmes que d'hommes ici, mais enfin, tu peux mettre la plus belle équipe de foot au monde, si elle perd, elle va finir par se déliter, par se foutre sur la gueule, etc. Et c'est vrai que c'est dans la réussite qu'on va véritablement être capable d'emmener des gens véritablement dans un avenir qu'ils n'avaient même pas imaginé. Mais ont-ils travaillé véritablement les causes de leur réussite ? Je vois en entreprise, par exemple. On fêtait les réussites, on ne travaillait pas, remarque qu'on ne travaillait pas les échecs non plus, mais on ne travaillait pas véritablement les causes de la réussite, et en particulier, je vais en choquer certains, le facteur chance. J'ai vu plein d'hommes et de femmes s'accaparer la réussite. J'ai vu très peu d'individus capables de dire, en fait, on a eu beaucoup de chance, parce que c'était très très mal barré, et ça s'est bien fini. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment décomposer tout ça ? Qu'est-ce qui a fait notre chance ? Qu'est-ce qui... voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup à tirer de ça. De même qu'on comprend dans l'échec des domaines dont on n'était pas maître, mais vers lesquels il faut plutôt s'éloigner, on devrait comprendre dans les facteurs chance de la réussite comment on a été capable de la générer. Et puis aussi, peut-être, nous on avait remarqué ça dans le groupe où j'étais, on était frappés de voir des réussites se faire après des très grands échecs. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. On aurait dû se dire, c'est pas simplement une question d'orgueil, tiens, ils s'en sont pris une grosse, et là, ils sont agnacs, là, non. On aurait dû essayer de comprendre pourquoi. On voyait ces phénomènes se renouveler régulièrement, quel que soit le pays, quel que soit voilà. Mais c'est vrai que le travail de réussite, je l'ai vu très peu se faire. Oui, mais tu sais comme moi que les best practices, au bout d'un moment, c'est ceux qui ont le pouvoir qui les imposent aux autres. Bon, et que moi j'ai vendu toute ma vie des best practices. J'ai jamais été expliqué véritablement aux gens leurs best practices. Je leur ai imposé les miennes. Enfin, celles qui avaient été élues au sein de mon groupe comme faisant partie de ce qu'il fallait. J'allais évangéliser en gros. Bon. D'ailleurs, j'en ai eu marre au bout d'un moment, parce que je me rendais compte de la limite de ça. J'ai jamais essayé de comprendre et de passer du temps. Et ce qui aurait été bien, c'était de payer un coaching individuel aux équipes, ou même collectif, aux équipes qui avaient réussi dans leur coin, pour comprendre comment ils avaient fait émerger cette réussite. Par quoi ils étaient passés, de leur faire ce travail de décomposition, jusqu'au tempérament individuel. Donc jusqu'aux choses qu'on n'ose jamais montrer en entreprise. Par exemple, tiens, et si c'était les faiblesses parmi l'équipe qui faisait à un moment donné vos réussites ? Par exemple, un des points qu'à mon avis on devra travailler en entreprise, c'est la culture de l'échec. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on traite les gens qui ont été à la tête d'une équipe et qui ont échoué ? Surtout pour les entreprises qui écrivent tout en haut « droit à l'échec », qui sont en général, vous le savez, celles qui le font le moins. Bon. Parce que quand on le fait beaucoup, on n'a même pas besoin de le dire et de l'afficher dans le hall d'entrée. Aujourd'hui, comment ça se fait ? Moi, j'ai eu la chance, je le dis, d'être invité par une immense entreprise mondiale
à venir parler au haut potentiel pendant 1h30, en anglais en plus, donc j'étais quand même moins à l'aise qu'en français, de la culture de l'échec. Et il y a un gars, c'était des hauts potentiels hein, qui venaient de tous les pays. Il y a un gars, il a levé la main, il m'a dit « Tiens, on reçoit notre PDG demain, qui vient nous voir, est-ce que vous croyez qu'il va nous dire la même chose que vous ?» Et en particulier, a repris quelqu'un à l'autre bout de la salle, est-ce qu'il va nous parler de ses propres échecs? Alors, j'avais la DRH à côté, donc je faisais gaffe. Et j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous en parlera, mais d'abord, posez-lui la question. Et je lui ai dit, le simple fait qu'il consacre 1h30 aux potentiels qui viennent du monde entier, qui sont réunis pendant 2 jours, sur ce sujet de l'échec et qu'est-ce qu'on fait de ces échecs, et d'un concept en entreprise qui émerge magnifiquement, qui s'appelle le post-mortem. Voilà. Truc extraordinaire. Hein, que Procter & Gamble a vraiment transformé en processus de travail. S'il vous consacre 1h30 à ça, c'est déjà un très bon signe pour l'entreprise. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il parlera de ses propres échecs et qu'il se déshabillera devant vous, mais voilà, vous êtes déjà dans une entreprise très avancée sur cette matière. Merci bien. Une dernière question ? Deux dernières questions, alors. Qu'en dit la philosophie, Claire ? J'ai aussi envie de réagir en tant que coach, hein, tout simplement. Votre question, elle me fait penser notamment à la courbe de deuil qui a été modélisée et qui vient expliquer les différentes étapes par lesquelles on passe quand on traverse une période difficile. Et c'est vrai qu'il y a d'abord souvent de la tristesse, de la colère, voire du déni. Bref, il y a des moments difficiles et je pense que on peut probablement accélérer un peu le processus, mais on va passer par un certain nombre d'étapes relativement incompressibles, je pense. Et donc, il y a déjà à trouver un espace pour pouvoir parler de ce qui se passe, de ce que vous pouvez ressentir, de ce qu'on peut ressentir, peut-être faire la part des choses justement, hein. Faire le tri, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui dépend de moi, des autres, et pouvoir partager sur ce que la personne ressent à un moment donné, avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. On peut probablement favoriser, mais accélérer, je dis, il faut toujours être un peu prudent. J'aime bien d'ailleurs cette image qu'un consultant, un jour un confrère, avait utilisée autour du saut de Tarzan, hein, c'est-à-dire si on voulait passer sur la courbe de deuil directement, acceptation et puis peut-être résilience, hein, l'étape d'après, sans passer par cette phase de creux, c'est probablement là pour le coup être vraiment dans le déni. Et je pense c'est un peu inévitable. Voilà, il faut accepter et peut-être se consoler hein, quand c'est possible en disant que ça passera. Mais il va peut-être falloir du temps. Merci bien. Et une toute dernière question, parce qu'après on est timé. Je voulais demander à Vincent, en quoi le coaching t'a aidé dans ta résilience ? À quel moment ? Comment ça s'est passé, ta rencontre avec le coaching ? C'est une vieille rencontre, c'est très inscrit dans le temps. Au sens où quand j'ai passé mon diplôme d'ingénieur, j'avais une grosse curiosité sur tout ce qui touchait aux sciences cognitives, à l'étude de la connaissance. Et j'ai eu dans mes travaux de thèse, quand j'ai préparé un doctorat sur ce domaine-là, j'ai eu des rencontres de gens qui ont été très inspirants et très marqués par. Alors maintenant, ça va vous sembler familier, mais dans les années 90, quand je parlais de l'école de Palo Alto, de la PNL ou de la Sopron, on me demandait de quelle secte je sortais. Et dans un premier temps, j'ai eu une démarche très on va dire égoïste de recherche de performance, de coaching, dans une recherche de performance sportive pour être plus fort dans ma pratique sportive ou handisportive.
Et il se trouve que vous n'ignorez pas ça, hein, c'est que quand on utilise un certain nombre de méthodes, d'outils et de travail sur soi et sur l'équipe qui est autour de soi pour être plus performant. Donc moi, ma démarche était sportive, ça m'a aidé au niveau personnel également, et ça m'a aidé au niveau professionnel. Donc j'ai baigné dans une sorte d'accompagnement de coaching dont on n'utilisait même pas le terme dans les années 90. Hein, c'était pas le terme qui était utilisé. C'est venu après, même s'il y a eu des grands précurseurs qui ont beaucoup bossé là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup bosser avec Alain Quérol, par exemple, qui a été marquant dans ce domaine-là. Et le coaching a eu une place depuis un peu plus de 25 ans dans mon approche, je dirais initialement sportive, mais elle s'est déclinée sur un intérêt à la fois personnel et professionnel. Et j'ai mis moi-même du temps, malgré des dizaines de formations que j'ai pu faire, à oser être moi-même un coach. Ça a pris du temps, ça a maturé, et voilà, je suis passé aussi de ce côté de la barrière, et j'ose aussi maintenant transmettre, partager et intervenir en tant que coach. Mais à l'origine, c'était une démarche très sportive et très orientée performance que j'ai voulu transformer vers l'excellence. Enfin, vous savez, tous ces trucs-là. Et petit à petit, en travers mon propre parcours de transformation, de résilience et de rebond, ça s'est transformé sur quelque chose de beaucoup plus global à travers la chance, parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je compte beaucoup, des rencontres qui m'ont aidé à grandir. Merci bien, merci. Merci Valérie pour ton animation, pas toujours facile avec le temps qui courait, l'horloge qui tourne, voilà, mais merci beaucoup. Et merci à Claire, Philippe, Maya, Vincent pour leurs éclairages, leurs témoignages authentiques, émouvants et inspirants. Voilà, merci beaucoup à chacun.